Une raideur au réveil, des douleurs en montant des escaliers ou simplement en marchant, vous reconnaissez sans doute ces symptômes. Ce sont ceux de l'arthrose, la maladie articulaire la plus répandue au monde. Rien qu'en France, elle touche plus de 10 millions de personnes, en particulier les plus de 65 ans. Elle est liée au vieillissement, bien sûr, mais aussi à des facteurs génétiques et à des maladies comme le diabète et l'obésité. Alors peut-on empêcher l'arthrose de survenir? Comment la combattre? Quels seront les traitements de demain? Nous en parlons tout de suite dans 30 minutes santé, votre émission proposée par l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Francis Berenbaum, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sorbonne Université, chef du service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et vous dirigez une équipe INSERM qui est dédiée justement à la recherche de nouvelles cibles thérapeutiques dans l'arthrose. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci. Françoise Alliot-Launois, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'AFLAR, l'Association française de lutte anti-rhumatismale. Merci également d'être là aujourd'hui. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Professeur Berenbaum, je crois que vous êtes venu avec un schéma pour nous expliquer justement quels sont les mécanismes en jeu dans l'arthrose. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors déjà il faut savoir que avant on croyait que l'arthrose était purement de l'usure. Hein. Donc on va voir qu'il y a eu d'énormes progrès. Alors justement, pour pouvoir expliquer ce que c'est que l'arthrose, on va s'appuyer sur ce schéma qui vous montre en fait ce qu'est une articulation. Vous voyez, une articulation, en fait, c'est deux extrémités osseuses qui chacune sont recouvertes de cartilage. Le but, c'est que dans la vie de tous les jours, eh bien, on puisse faire des mouvements. Et donc, cette articulation va pouvoir, grâce à ce cartilage, faire ces mouvements. Mais pour ça, il y a une membrane autour de l'articulation qui va permettre de produire un peu de lubrifiant. C'est un petit peu ce qui est en jaune, là, vous voyez, au milieu de cette interligne entre les deux os. Et en fait, ce lubrifiant va permettre ces mouvements. L'arthrose, c'est quoi? En fait, oui, on voit bien le cartilage qui était tout lisse, là, le bleu, qui était tout lisse sur cette arthrose dite débutante, eh bien, commence à s'altérer. Pourquoi est-ce qu'il s'altère? C'est parce qu'il va y avoir des dysfonctionnements des différents tissus de l'articulation. Et puis au final, eh bien, on voit qu'il n'y a plus de cartilage. Et là, à ce moment-là, c'est d'ailleurs souvent à ce moment-là qu'il va y avoir le plus de douleur. Hein, il n'y a pas de corrélation parfaite, mais quand même. Et on voit que lorsqu'il n'y a plus de cartilage, il y a os sur os. Il se trouve que c'est l'os qui est innervé. C'est cet os-là qui va être à l'origine de la douleur avec la membrane qui entoure chacune de nos articulations, qui est la membrane synoviale, comme je l'ai dit, qui produit ce liquide synovial, qui elle aussi est innervée. Donc au bout du compte, eh bien, on voit la progression sur ce schéma de l'arthrose qui va arriver à un stade de douleur. Donc quand vous dites innervé, c'est que voilà, il y a des petits nerfs qui sont présents dans cet os, dans cette articulation, et qui apportent au cerveau le message douloureux, c'est ça? Exactement. Il faut quand même savoir que le cartilage est un tissu qui n'est pas innervé. Donc c'est pas le cartilage qui va provoquer la douleur, mais le fait qu'il n'y ait plus le cartilage, ça par contre, ça va être un élément qui va être à l'origine de la douleur. Je crois que c'est très clair, merci beaucoup. Et comment se fait le diagnostic de cette maladie? Est-ce qu'il y a des critères très précis? Alors, on a la chance d'avoir quelque chose de très facile qui s'appelle la radio. Et sur la radio, on a des signes qui sont très spécifiques de l'arthrose. Donc, en règle générale, ça se présente comment? Une personne qui vient vous voir, qui a la cinquantaine, et qui a une douleur d'une articulation. Et cette douleur, en général, c'est le genou, ça peut être également les mains, ça peut être les hanches, ce sont les localisations les plus fréquentes, mais en fin de compte, pratiquement toutes les articulations peuvent être touchées. Il va y avoir une douleur surtout lors des mouvements. Et à ce moment-là, on va consulter et le médecin va prescrire une radio. Et sur la radio, on va voir ces signes-là qui sont tout à fait clair, classique. Alors bien sûr, il y a des cas particuliers, ou alors il y a des arthroses très très débutantes, on ne voit pas encore les signes, mais en gros c'est comme ça, c'est facile. Là-dessus, il va y avoir des poussées. Et ces poussées douloureuses d'arthrose, là pour le coup, ça va être pas uniquement au mouvement, mais peuvent être également là la nuit par exemple, ou alors le matin, on est beaucoup plus raide. Tout ça, c'est des éléments qui montrent qu'il y a une poussée, et l'articulation, quand on est en poussée, va se mettre à gonfler. C'est le fameux épanchement de synovie. Donc ça, on le voit peut-être et ça, directement on le voit à l'œil parce nu. que l'articulation est gonflée. Alors quelquefois, c'est pas très gonflé, c'est le médecin qui va le voir. Mais en tout cas, c'est en règle générale comme ça qu'on arrive au diagnostic d'arthrose. D'accord, donc un diagnostic plutôt facile grâce à Oui, l'imagerie le médicale. diagnostic est facile.
Françoise Alliot-Launois, vous me disiez en préparant cette émission que finalement les personnes touchées par l'arthrose sont généralement un peu plus jeunes qu'on ne le pense. On imagine des personnes âgées et là vous me dites non, ça peut arriver beaucoup plus tôt que ça. Oui, tout à fait. Ça n'est pas une maladie que des seniors. Un patient sur 3 qui est diagnostiqué d'arthrose l'est avant 40 ans. Et on voit bien avec ce qui vient d'être dit que le cartilage finalement il va tomber malade bien avant que les premiers symptômes arrivent. Voilà, ça c'est une idée fausse. Il y a d'autres idées fausses d'ailleurs, on va le voir. Dire l'arthrose ça ne se soigne pas. Si, l'arthrose ça se soigne bien sûr. Voilà. Donc ces idées fausses circulent, il faut les balayer et savoir que l'arthrose finalement touche les sujets jeunes. Professeur Berenbaum, est-ce qu'il y a d'autres facteurs, certains métiers qui peuvent favoriser la survenue de cette maladie ? Oui, il y a des métiers. Alors on va en prendre un qui est tout à fait caractéristique. Par exemple, c'est la personne qui fait du carrelage, le carreleur. Il est tout le temps à genoux. Je peux vous assurer que si jamais il n'y a pas eu de protection qui ont été mises, eh bien on va voir de l'arthrose apparaître sur les genoux. Il y a d'autres professions, par exemple on s'est aperçu que les agriculteurs faisaient souvent des problèmes d'arthrose de hanche. Alors c'est pas une profession, enfin si, quand ce sont des sportifs professionnels justement. Les sportifs ont plus de risques de faire de l'arthrose ? Si le sport est considéré comme rechercher toujours la performance, aller toujours le plus loin possible, pousser son corps au maximum, là vous allez voir de l'arthrose. Par exemple, le footballeur, arthrose de hanche, ou alors les traumatismes chez un footballeur également, un rugbyman, etc., le ski, tout ce qui va provoquer un traumatisme, une instabilité de l'articulation peut aboutir, après quelques années, à une arthrose. Et donc il y a peut-être des façons pour ces sportifs ou pour certains métiers de se protéger Absolument. De tout ça. C'est très important. Les professionnels le savent bien, ils ont des entraîneurs qui connaissent ça très très bien, ils vont être échauffés, ils vont avoir des muscles qui vont faire en sorte qu'autour de l'articulation, il va y avoir une articulation très stable. Le risque, c'est plutôt pour, je vais dire, le sportif du dimanche. Parce que si jamais il pousse trop loin son corps, trop loin ses articulations, sans qu'il y ait cet encadrement, là, il peut y avoir un risque. Très bien. Françoise Alliot-Launois, vous me disiez que l'association dont vous faites partie, dont vous êtes présidente, la FLAR, reçoit beaucoup de questions, beaucoup de sollicitations sur son site internet. Quelles sont les questions finalement qui reviennent le plus souvent ? Alors, il y a une très bonne question et c'est vrai que première question qui est posée très souvent, c'est « je souffre terriblement, je suis atteinte d'arthrose, on a tout essayé, il n'y a plus rien à faire, je me suis découragée, donc aidez-moi ». Donc ça veut dire que les patients, en effet, il va falloir avoir dans la tête, dans l'idée de les soutenir dans leur parcours et puis de leur dire de retourner voir leur médecin, leur pharmacien, car on sait que souvent les patients prennent assez mal leurs traitements, notamment les traitements contre la douleur. Donc je pense qu'il faut vraiment les accompagner et les soutenir dans cette démarche. Et puis deuxième chose que nous disent les patients, et là aussi il faut les guider parce qu'ils ont tort, en disant je souffre d'arthrose, j'ai tellement mal et on m'a dit qu'il ne fallait pas bouger. Or, en fait, c'est une erreur. Quand on a de l'arthrose, quand on est en dehors de poussées inflammatoires dont il vient d'être question, eh bien, l'arthrose, il faut bouger, il faut se mobiliser, il faut marcher, il faut vraiment utiliser son articulation pour éviter, pour freiner finalement cette évolution de l'arthrose. Et tout de suite, on va écouter le témoignage de Catherine qu'on a recueilli et qui est atteinte d'arthrose. On l'écoute tout de suite. J'ai découvert ça assez brutalement, j'avais 45 ans, un soir en sortant du travail. Je n'étais plus capable de marcher pour aller jusqu'au métro, je pouvais même plus poser le pied au sol. J'avais eu quelques signes avant-coureurs que j'ai découvert être révélateurs de cette maladie quand je m'y suis intéressée après coup. Depuis que j'ai découvert cette arthrose, je suis des traitements anti-arthrosiques d'action lente qui m'ont permis pendant, je dirais, de nombreuses années de faire face, d'assez rarement avoir recours aux anti-inflammatoires. Je faisais tous les 1 an et demi des injections d'acide hyaluronique, de viscosupplémentation dans les genoux qui clairement ont été vraiment le moyen pour moi de continuer à marcher et à descendre des escaliers pendant des années. Ça devenait de plus en plus difficile et donc, arrivé à 55 ans, j'ai été obligée de me faire poser une prothèse sur mon genou gauche. L'arthrose amène chez moi une succession de renoncements, de frustrations au fil des années. Avec ces renoncements vient aussi une forme de rupture dans la vie sociale. J'ai arrêté de skier, j'ai arrêté d'aller voir des concerts de rock, j'ai arrêté de danser. Le champ des possibles de ces projections s'est réduit. En fait, c'est ça la réalité.
C'est-à-dire qu'il y a des choses que je sais que je ne peux plus faire. Professeur Berenbaum, une fois que la maladie s'installe, est-ce qu'on peut stopper son aggravation? On peut empêcher qu'elle se poursuive? Alors, aujourd'hui, on n'a pas de traitement de fond. D'accord? Ça veut dire qu'on n'est pas capable, par des médicaments ou par toute autre innovation ou autre, aujourd'hui en tout cas, on n'est pas capable d'arrêter la progression d'une arthrose. Donc on ne s'attaque pas à la cause finalement. On ne s'attaque pas à la cause. Alors, un tout petit bémol, c'est quand même que les toutes dernières études montrent que la perte de poids quand on est en surpoids pourrait, en plus de l'effet sur les douleurs, de pouvoir également retarder la progression de l'arthrose. Donc, quand on va parler traitement, et quand on parle traitement, il faut faire très attention dans l'arthrose de ne pas prendre comme synonyme médicament. Le traitement de l'arthrose aujourd'hui, y compris maintenant pour peut-être même retarder la progression, c'est les traitements non pharmacologiques, non médicamenteux. Et on reviendra dessus tout à l'heure. Françoise Alliot-Launois, vous me disiez avant d'arriver sur ce plateau que finalement il n'y a pas eu beaucoup de progrès thérapeutiques dans l'arthrose ces dernières années. Comment on peut comprendre ce phénomène ? Je crois que la recherche est une chose très difficile et donc il y a plusieurs pistes qui ont été lancées et dont certaines évidemment très pétillantes d'intérêt, si je puis dire, mais qui pour l'instant ont déçu finalement à la fois les patients et déçu les chercheurs. Néanmoins, il y a des nouveaux programmes et on sait que les patients sont très attachés à la recherche. Ils ont un grand espoir. Ils acceptent très volontiers d'ailleurs de participer à ces programmes. Ils en sont heureux parce que justement, ils savent, ils ont confiance dans les chercheurs. Nous les encourageons. Nous participons aussi à des programmes de recherche ensemble dans cette idée-là de pouvoir les traiter, les soigner mieux et puis de toujours améliorer la connaissance de la maladie. Et donc les patients sont volontaires, ils se portent volontaires pour ces programmes. Et donc voilà. Espoir, quoi. Oui, absolument. C'est très important que les chercheurs s'intéressent à cela. Alors c'est vrai que l'arsenal thérapeutique, comme l'a dit le professeur Berenbaum, il est actuellement relativement réduit, on va le dire. Voilà. Mais toujours garder en tête, au-delà évidemment de ces espoirs de recherche, qu'il faut en priorité traiter les douleurs, soigner les douleurs et entretenir l'articulation avec la mobilisation. Un mot, professeur Berenbaum, justement sur cette stagnation, relative, parce qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives qui ont été lancées, mais voilà, pourquoi il n'y a pas eu cette révolution qu'on connaît dans d'autres maladies comme la migraine par exemple? Oui, alors d'abord je suis un optimiste, donc je pense qu'on va l'avoir, cette révolution. Bon. Effectivement, il y a eu beaucoup d'échecs ces dernières années dans la recherche d'un traitement de fond, donc quelque chose qui pourrait retarder l'évolution de la maladie. Peut-être que l'une des raisons, c'est d'avoir trop focalisé sur le cartilage, justement. Parce que, au final, maintenant, quand on regarde et qu'on comprend un peu mieux la maladie, on s'aperçoit que le cartilage, c'est le résultat final, en fait. La destruction du cartilage, c'est ce qui arrive à la fin. Et donc, peut-être que c'est dans les cibles thérapeutiques qu'on va progresser pour ne pas cibler uniquement le cartilage. Alors ça, c'est une piste, vous voyez, d'aller cibler les autres tissus de l'articulation. En tout cas, effectivement, pour le moment, il y a eu beaucoup d'échecs, mais je pense que là, il y a beaucoup de pistes de recherche et de plus en plus d'équipes également qui travaillent dans le domaine. Et s'il n'y a pas eu de révolution thérapeutique ces dernières années, la recherche, elle, est en ébullition. Et pour en parler, je vais tout de suite rejoindre Nadia Gessel, qui est directrice du laboratoire de nanomédecine régénérative ostéo-articulaire au sein de l'INSERM. Bonjour Nadia Gessel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avec votre équipe, vous développez un traitement tout à fait particulier, tout à fait nouveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, en fait, en se basant sur ce qui a été dit avant avec le professeur Berenbaum, c'est effectivement, il y a eu beaucoup de tentatives. Et on s'attendait avant à ce qu'il y ait juste l'usure du cartilage, qu'on allait le régénérer, mais évidemment, il y a plusieurs tissus, comme il l'a souligné, qui interviennent. Et nous, justement, dans notre stratégie, on se base sur la régénération de l'os,
comme il l'a bien montré, et le cartilage. Donc c'est une unité. Pour ce faire, on va avoir besoin d'un pansement thérapeutique. C'est la technologie qui a été développée au sein du laboratoire. Et justement, on a une photo de ce pansement qu'on va diffuser. Oui, et donc ce pansement, c'est vraiment un pansement qu'on va déposer sur la lésion osseuse parce qu'effectivement, quand on a la douleur, on a accès à l'os. Donc l'os, il est exposé, c'est pour ça qu'on a la douleur parce que c'est l'os qui est énervé et pas le cartilage. Et ce pansement va soulager évidemment au niveau de l'os, va permettre aussi de régénérer un nouveau os qui va faire la colle entre l'os et le nouveau cartilage qu'on va créer au niveau de cette lésion. Et ce pansement, il va régénérer cet os comme colle qui s'appelle l'os sous-chondral. C'est vraiment l'os qui est en dessous de l'articulation du cartilage, en fait de cartilage plutôt. Et on régénérera dessus grâce à des cellules souches qui sont dérivées du patient lui-même, le compartiment cartilage. Donc on aura comme du pain et de la confiture, ça veut dire on a l'os, c'est le pansement thérapeutique, et la confiture, c'est le cartilage, c'est un hydrogel avec des cellules souches qui vont permettre de régénérer un cartilage sain sur un os qui va faire la colle. Donc c'est les deux compartiments et c'est ça notre technologie en fait, où il y a brevet et création de start-up dérivés du laboratoire avec une licence de 3 brevets qui va nous permettre justement d'aller faire la phase clinique bientôt. Là, comme ça ressemble à un simple petit bout de papier, quoi. On ne s'imagine pas à quel point c'est complexe avec cette couche de cellules souches et cette colle, justement. Tout à fait, c'est vraiment un pansement avec des nanofibres qui est naturel, qui va se dégrader par la suite. Et avec cette technologie, on va recruter les cellules, là on va déposer ce pansement et on régénère cet os. Et dessus, évidemment, on régénère le cartilage. C'est tout fin, c'est comme du papier. C'est vraiment à 100 microns d'épaisseur. C'est tout fin qui va soulager l'articulation. Et alors, vous l'avez dit, le traitement n'est pas encore disponible. Vous allez entrer en phase d'essai clinique, etc. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais dans l'idée, à quel type de patient il sera destiné, ce traitement? Eh ben, c'est justement les patients, là, pour l'instant, on cible le genou parce que c'est l'articulation la plus portante. Et ça va cibler tous les patients qui ont une lésion cartilagineuse bien définie sur laquelle on va déposer, donc ils sont loin encore de la prothèse, évidemment il y a encore du cartilage mais on a une lésion qui est localisée et on va déposer le pansement et le gel pour régénérer le cartilage. Et alors est-ce que ce pansement, vous l'avez déjà essayé chez des personnes ou vous en êtes encore aux phases de test chez l'animal? Oui, comme vous le savez, les innovations à partir de laboratoire, c'est très long, donc la découverte a été faite en 2010, dépôt de brevet, ça a fait son chemin, on a fait les essais, ce qu'on appelle in vitro avec les cellules pour l'efficacité, après on a fait le gros animal, ça c'est une stratégie préclinique réglementaire, et là on rentre en phase clinique en septembre 2023. Voilà, cette année. Et vous me disiez, quand on préparait cette émission, que déjà vous aviez beaucoup d'appels de patients qui disaient quand est-ce que je vais pouvoir avoir ce pansement, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez? Tout à fait, justement, on a beaucoup d'appels, beaucoup de lettres qui arrivent de façon classique aussi, beaucoup de mails, de messages, mais on leur répond qu'il faut aller voir leur médecin traitant parce que nous, on est des chercheurs, on ne peut pas leur répondre parce que on va avoir des critères d'inclusion des patients, il faut vraiment fitter avec les critères d'inclusion. Oui, il faut rentrer dans ces critères-là. Exactement, et c'est que le médecin traitant et le rheumatologue et après l'orthopédiste qui va pouvoir justement les guider. Bon, pour le moment, les résultats ne sont pas encore disponibles, donc voilà, on ne peut pas promettre aux patients qu'ils auront ce traitement-là dans pas longtemps. Mais voilà, dans l'idée, quand est-ce qu'il sera disponible ce pansement selon vous, si tout roule très bien? Eh ben, en fait, tout ce qui est phase clinique, grâce à un nouveau modèle, on peut faire ce qu'on appelle les phases switch. Ça veut dire qu'on peut faire une phase 1 qui est la faisabilité et la sécurité pour que ça ne soit pas toxique. Et après, c'est la phase 2 qui est l'efficacité, mais on peut switcher d'une phase à l'autre pour réduire. Et donc, c'est 2 ans la première phase, on peut switcher à la deuxième, donc c'est 5-6 ans, quoi.
Donc dans 5-6 ans, on aura peut-être tous les résultats, enfin sans On donner peut trop d'espoir, rentrer- sous réserve des résultats, mais Exactement, sous réserve des résultats. Déjà, les premières 2 années, c'est vraiment que la faisabilité et la sécurité. Et après, on peut switcher à la deuxième pour savoir. La deuxième, c'est vraiment l'efficacité. Là, on peut déjà savoir. Et l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, ça vient vraiment à la fin de la phase 3. Donc, c'est très, très long. c'est très long parce que Mais vous on disiez peut participer 2010, aux phases cliniques et avoir les patients qui peuvent être traités via ces essais cliniques. On ne va pas attendre l'autorisation de mise sur le marché. Voilà, donc déjà peut-être des patients dans les essais cliniques Tout à pourront en fait, bénéficier tout à d'ici fait. 2 ans, ou Exactement. un petit peu moins même. Et est-ce que ça sera une solution durable? Est-ce que ça sera pour toute la vie ce pansement, ou ça durera 5 ans puis il faudra le changer? En fait, là, on n'est pas dans quelque chose qui va changer parce que la stratégie de notre pansement thérapeutique, c'est vraiment de régénérer un tissu. Ça veut dire qu'on va régénérer grâce au pansement la colle, l'os sous-chondral, et on régénérera le cartilage. Donc, il y a une interaction entre le cartilage environnant qui va aider à la régénération de ce cartilage et de l'os pareil. Et donc, normalement, c'est une régénération stable. Et Pour toute la vie? pour toute la vie, si on régénère vraiment en profondeur, c'est pour toute la vie, mais c'est toujours, je mets des guillemets, c'est des lésions vraiment isolées. Quand on n'a plus de cartilage ou on a une dégradation du cartilage qui est systémique, dans tout l'organisme on a l'inflammation, et ben ça ne va pas durer. Voilà, Effectivement. donc il faut généraliser, là, ça ne sera pas Là, ce n'est pas notre cible. Voilà, c'est que l'arthrose, là, ça sera pour le genou. Exactement, et puis, voilà. Donc, et comment ce pansement sera mis en place en pratique? Est-ce que voilà, il faut ouvrir le genou? C'est une grosse opération chirurgicale? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on a choisi la prudence, à savoir que c'est une chirurgie ouverte, avec une petite ouverture pour déposer le pansement sur la lésion et déposer le gel avec les cellules. Mais après, dans le plan, on a aussi d'aller le déposer par arthroscopie. Mais c'est beaucoup plus difficile et ça va dépendre du chirurgien. Donc c'est pour ça qu'on est... Arthroscopie, vous pouvez réexpliquer? Ça veut dire que c'est une petite ouverture pour mettre la caméra et une autre pour rentrer l'outil et on dépose. On n'a pas vraiment d'ouverture chirurgicale. Donc c'est très propre, quoi. C'est presque. Oui, voilà. C'est Mais pas très là, invasif, c'est finalement. en deuxième solution, Dans un mais pas deuxième tout de temps. suite. Oui, en deuxième temps. En tout cas, on suivra de près votre innovation très très intéressante, et voilà, c'est quelque chose qu'on va regarder de près. Merci beaucoup Nadia Gessel d'être venue nous présenter ce pansement, et on espère que ça va marcher. Merci beaucoup. Alors, professeur Berenbaum, vous avez entendu l'entretien avec Nadia Gessel. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles pistes thérapeutiques? Est-ce que vous avez de l'espoir? Oui, bien sûr. Ces pistes d'innovation, c'est tout à fait passionnant. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a tout un réseau qui est soutenu par l'INSERM, de toutes les équipes qui travaillent dans le domaine de la recherche sur l'arthrose, qui s'est constitué, qui s'appelle Network, qui maintenant est même au niveau européen, qu'il y a des initiatives même du côté médicaments, pharmacologiques. Notre laboratoire développe actuellement une solution qui a fait l'objet également de la création d'une start-up qui s'appelle 4Moving Biotech pour un médicament de traitement de fond dans l'arthrose. Il y a des idées, de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir, des injections dans les vaisseaux autour des articulations. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup d'espoir dans le domaine, avec beaucoup de recherches en France, dans le monde, pour trouver des solutions pour nos patients. Alors, en attendant l'arrivée de ces nouveaux traitements, nous vous avons préparé un petit quiz sur les traitements qui existent déjà. C'est tout de suite, et c'est le vrai-faux des traitements. On va voir ensemble toute une liste de traitements qui existent et qui sont utilisés beaucoup, pour certains, par les patients. On commence tout de suite avec le collagène. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est, et puis aussi nous dire si ça fonctionne ou pas? Alors le collagène, en fait, tous nos tissus sont constitués de collagène. En particulier le cartilage, il est constitué d'un cartilage particulier, d'un collagène particulier qu'on appelle le collagène de type 2. Et donc on se dit, voilà, on n'a plus de cartilage, on manque de collagène. C'est simple, il suffit de manger du collagène. De l'ingérer. L'ingérer ou l'injecter, tout ce qu'on veut. Non, ça ne marche pas. Ça marche. Non. Donc quand, en tout cas, on regarde, d'abord il n'y a pas d'études bien faites méthodologiquement parlant. Et puis les rares qui ont été faites, franchement, non.
c'est surtout une source de dépenses pour les patients. On passe tout de suite à la suite. Le tramadol et les opioïdes, donc c'est les antidouleurs assez forts, quoi. Ça, est-ce que Ah oui, ça fonctionne? fort. Alors, d'abord, ça fonctionne très mal dans l'arthrose. Et puis surtout, c'est source de dépendance. Il y a ce qu'on appelle un mésusage, c'est-à-dire une difficulté d'utilisation du médicament dans les bonnes conditions. Et donc, on le déconseille très fortement. Dans des cas vraiment très particuliers, on peut être amené parfois à en prescrire, mais on essaie le moins possible. Et ces médicaments ont déclenché une crise énorme aux États-Unis. Il y a une épidémie de décès aux États-Unis à cause de l'utilisation de ces opioïdes. Il faut savoir que l'une des premières causes d'utilisation des opioïdes, c'est l'arthrose. Donc on voit bien que là, il y a un vrai problème avec l'utilisation de ces médicaments. Mais ils ne sont pas du tout anodins. On a le glucosamine. Qu'est-ce que c'est le glucosamine? Bon, glucosamine, c'est aussi un des constituants de la matrice du cartilage. On va être un petit peu dans le même raisonnement que ce que j'ai dit auparavant avec le collagène. Il y a un petit peu plus d'études. Ces études, pour certaines, sont un petit peu mieux que le placebo. Mais cette différence par rapport au placebo reste quand même minime. Et donc, on va dire que, a priori, ça ne fait pas trop de mal. Il n'y a pas trop d'effets indésirables. Mais voilà, en termes d'efficacité, on n'y est pas. Pas terrible non plus. Les compléments alimentaires, il y en a plein dans les parapharmacies pour l'arthrose, justement. Est-ce que ça fonctionne? Voilà, l'alimentation, d'abord, c'est un sujet d'actualité pour l'arthrose, parce qu'on sait que la perte de poids, comme je l'ai dit tout à l'heure, est très importante. Après, les compléments alimentaires, peut-être qu'il y a quelques effets. Vous savez, en ce moment, on parle beaucoup du microbiote. Donc, est-ce qu'il va y avoir une action sur le microbiote? Je crois que ça demande de la recherche, surtout. Mais attention, pour le moment, à ne pas se faire avoir, entre guillemets, et à se retrouver à partir de publicité, se mettre à dépenser beaucoup pour ces suppléments, compléments alimentaires pour lesquels, pour le moment, on n'a pas de preuves scientifiques encore. Mais il faut de la recherche dans le domaine. On a l'injection de cellules souches dans l'articulation. C'est intéressant, ça rejoint un petit peu l'idée du pansement. Alors, l'injection de cellules souches, il faut savoir que là, il y a beaucoup d'études en cours. Une belle étude européenne qui est en cours pour laquelle on attend les résultats cette année. Mais le fait que les cellules souches, quand on les injecte dans l'articulation, comme l'a dit le docteur Gessel, eh bien, il ne faut pas s'attendre à ce que ça refasse du cartilage, contrairement à ce qu'on croit. Et en fait, lorsqu'on injecte des cellules souches, peut-être que ces cellules souches se mettent à produire dans l'articulation des molécules anti-inflammatoires, des molécules qui pourraient faire être antidégradatives, comme on dit. Mais attendons des résultats d'études bien faites, méthodologiquement parlant, comparativement à l'injection de placebo. Parce que l'effet placebo dans l'arthrose, il est majeur. Donc c'est vraiment important d'avoir ces études-là. On les attend avec impatience. On a ensuite l'ostéopathie et la kinésithérapie qui sont souvent confondues, prises l'une pour l'autre. Et qu'il ne faut pas confondre. Qu'il ne faut pas confondre. Alors non, pourquoi? Parce que la kinésithérapie, c'est la science du mouvement. Et comme l'a très bien dit Françoise, le mouvement, c'est fondamental pour le traitement de l'arthrose. Donc oui, activité physique, encadrement par un kinésithérapeute, faire du renforcement musculaire, de la stabilité articulaire par la kinésithérapie, oui. L'ostéopathie, je dois dire que je ne sais pas très bien ce que c'est. Parce qu'il y a plein d'écoles différentes. Il y a des ostéopathes qui sont tout à fait compétents. D'ailleurs, souvent, ils ont aussi l'étiquette kinésithérapeute. D'accord ? Puis il y en a d'autres, on ne sait pas très bien ce qu'ils font. Donc, quand j'adresse un patient à un kinésithérapeute, je sais à peu près ce qui va être fait. Un ostéopathe, je ne sais pas. Donc plutôt kiné que ostéopathe. Clairement. Ouais. Même si parfois les rendez-vous chez le kiné sont plus difficiles à obtenir que chez l'ostéopathe. Oui. On a l'acupuncture. Parce que dans un cas c'est remboursé, dans l'autre cas ça ne l'est pas. Oui, tout à fait. L'acupuncture, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que beaucoup de patients arthrosiques se tournent vers cette solution-là. Alors, l'acupuncture soulève pas mal d'interrogations. Des études qu'on dit randomisées, contrôlées, c'est-à-dire on va dire très très bien faites d'un point de vue méthodologique, pour certaines, semblent montrer quand même un petit effet symptomatique intéressant. Après, vous savez, il y a les fameux points. Alors, il y a eu des études qui ont été faites également en mettant les aiguilles sur les points ou à côté des points, et quelquefois, c'est pas facile à faire la différence entre les deux. Le fait de piquer aussi a un effet placebo important. Donc, on va dire que, franchement, il n'y a pas d'effet secondaire par rapport à cette technique. Et si ça peut
apporter un soulagement, franchement, pourquoi pas. Et pour terminer ce quiz, on a les mitaines électromagnétiques. Alors oui, ça c'est la nouvelle chose à la mode, ça. Alors ça paraît futuriste comme ça. Vous voyez, ces fameux gants là, où il y aurait par champ électromagnétique une amélioration des douleurs pour l'arthrose des mains. Là, franchement, ça ne s'appuie absolument sur rien. Hein. Donc, voilà. Donc non, pas recommandé du tout. Non. Françoise Alliot-Launois, qu'est-ce que vous pensez du recours à toutes ces solutions qui sont parfois un petit peu fantaisistes? On vient de le voir avec les mitaines. Est-ce que vous dites, même si c'est un effet placebo, c'est pas grave, allons-y, ça peut quand même faire du bien? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que je comprends tout à fait les patients, d'un certain côté, quand ils se sentent parfois solitaires, dans la solitude, face à l'arthrose et aux douleurs de l'arthrose, et puis au handicap, on l'a vu, pour se mobiliser, pour marcher. Évidemment, les patients peuvent être tentés par des techniques dont certaines, comme l'a dit Francis, peuvent être bénéfiques. La médecine chinoise, on a beaucoup à apprendre de la médecine chinoise, la rééducation, bien sûr, c'est très important, et puis d'autres techniques qui peuvent les attirer. Moi, je pense qu'en effet, il faut les accompagner sur ces dimensions-là, sur ces dimensions thérapeutiques. Il ne faut pas les laisser seuls, les patients. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut guider les patients quand ils nous questionnent, et puis peut-être aller même au-devant, les renseigner et essayer de les conseiller utilement pour éviter de faire des recherches de traitements ésotériques, notamment sur Internet, où ils peuvent trouver des traitements d'ailleurs très coûteux. N'importe quoi. Donc voilà, notre rôle, c'est vraiment de les aider avec discernement, à les guider, mais nous sommes tout à fait pour les accompagner sur ce chemin, d'ailleurs y compris dans les compléments alimentaires, comme cela a été dit par le professeur Berenbaum, et puis évidemment toutes les techniques plus classiques, en leur rappelant bien sûr que tout ce qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes est important. Professeur Berenbaum, quels sont finalement les traitements pour lesquels on peut dire, ceux-là, ils sont validés, la science dit c'est bon, c'est OK? Alors, il y a des traitements qui sont effectivement validés. Ça veut dire, quand on dit que c'est validé, c'est simplement qu'il y a eu des essais, des études cliniques extrêmement bien faites, rigoureuses d'un point de vue méthodologique. Donc, on est sûr, on peut être quasiment sûr de ce qu'on avance. Premièrement, la dernière ligne sur cette feuille, que sont l'activité physique et la perte de poids. Je commence par ça, par les traitements non médicamenteux. C'est fondamental. Si on est en surpoids, qu'on a une arthrose, il faut faire le maximum pour essayer de perdre quelques kilos. Ça, c'est fondamental. Si on est sédentaire, d'ailleurs parfois parce qu'on a mal, eh bien, au contraire, et c'est peut-être contre-intuitif, il faut bouger. Il faut bouger, ouais. Donc ça, c'est fondamental. Vous voyez, j'ai commencé par ça volontairement. Alors après, il y a les médicaments. Les médicaments, effectivement, ça peut soulager les douleurs. Les anti-inflammatoires, maintenant, pour beaucoup de sociétés savantes, viennent avant même le paracétamol, pour la raison suivante, c'est que l'efficacité du paracétamol dans l'arthrose est vraiment très très faible, alors que les anti-inflammatoires, l'effet est bien plus net. En revanche, en termes d'effets indésirables, là, il n'y a pas photo. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est parfois impossible à prescrire parce qu'il va y avoir des problèmes cardiovasculaires, parce qu'il va y avoir des problèmes rénaux, donc il peut y avoir des difficultés. Enfin, les injections de glucocorticoïdes, les injections de cortisone, les infiltrations de cortisone, là, c'est démontré comme étant très efficace en cas de poussée, et là j'insiste bien, en cas de poussée inflammatoire d'arthrose. Et là, il va y avoir un effet qui va durer quelques semaines. Ça ne va pas durer pendant des mois et des mois et des mois, ça va durer pendant plusieurs semaines et au moins ça permet de passer le cap douloureux extrêmement pénible pour les patients. Voilà, la liste, vous voyez, en fin de compte, elle est quand même assez limitée. Elle est assez restreinte, effectivement. Et alors, dans le cas où la personne ne serait pas soulagée par ces traitements-là qui sont validés, quand rien ne marche, quand la vie quotidienne se vit dans la douleur, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est en fait, dans ces cas-là, si jamais en plus la radiographie montre que l'articulation est vraiment très abîmée, qu'on est amené à adresser le patient au chirurgien. Il va mettre, en règle générale, une prothèse totale si jamais c'est une arthrose de hanche, qui est extrêmement efficace. Et franchement, ça marche très très bien. C'est pour les cas très graves ou... Très graves. Non, pas pour les cas très graves. C'est ce que vous avez dit. Si jamais on est arrivé au bout, que les douleurs sont trop importantes, le handicap trop important et l'arthrose évoluée sur les radios. Pour le genou, là, il y a une petite différence. C'est que dans 20% des cas,
alors même que la prothèse a été très bien posée, les patients continuent à garder des douleurs dans le genou. Et ça explique d'ailleurs pourquoi il y a encore toutes ces recherches qui existent pour trouver d'autres solutions pour traiter l'arthrose du genou en particulier, donc ça marche bien où là dans il y la a vraiment un hanche, problème. mais moins dans le genou, ces prothèses, d'accord. Exactement. Cette émission touche à sa fin. Françoise Alliot-Launois, je me tourne vers vous. Un dernier message, un message clé pour conclure ? Oui, avec plaisir. Bon, il y a 12 millions de patients arthrosiques en France et donc l'idée principale, c'est qu'il faut communiquer sur cette maladie arthrose. Alors il faut communiquer auprès des patients, communiquer auprès du grand public, travailler bien sûr avec les experts professionnels de santé et il faut que le patient lui-même, je dirais, soit soigné, soit accompagné sur son parcours et puis il se soigne lui-même. Et c'est là où il va apprendre à manier ses médicaments dans les phases de douleur chronique. C'est la douleur qui est redoutable. Et puis dans les phases de douleur inflammatoire, avec les poussées inflammatoires, et on voit bien qu'il y a, dans l'arsenal thérapeutique, il y a des moyens de traiter cette douleur qui est absolument épouvantable et qui va créer du handicap lui-même. Donc ça va permettre aux patients de vivre malgré tout avec son arthrose en attendant ces recherches, en attendant les résultats. Mais merci beaucoup Françoise Alliot-Launois et Francis Berenbaum d'avoir participé à cette émission. Merci également à Nadia Gessel d'être venue nous parler de son pansement anti-arthrose actuellement en développement. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter le dossier consacré à l'arthrose sur le site internet de l'INSERM. Merci beaucoup également à Samia Saya de l'INSERM qui est à l'initiative de cette émission. Merci à Guillaume Pérez pour la réalisation, à la Jolie Prod pour la production et merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.